À Monaco, il y a des personnalités au parcours étonnant. Et parmi elles, Cecilia Marcacci. Ancienne championne de volley-ball, elle a joué pour l'équipe nationale italienne. Puis elle est allée au bout de son rêve, devenir chirurgienne cardiaque. Elle s'est spécialisée dans la transplantation, dans la chirurgie robotique. Et récemment, le docteur Marcacci a voulu se lancer un nouveau défi, à la fois dans la médecine et l'entrepreneuriat. Elle est désormais directeur médical à la clinique de Monte-Carlo où elle fait de la chirurgie esthétique. Nous avons voulu partir à la rencontre de cette femme aux plusieurs vies et résidente à Monaco depuis plus de 10 ans. Bonjour, je m'appelle Yann-Anthony Noguès, je viens voir le docteur Marcacci. Elle arrive. Elle arrive, je vous remercie. Et bonjour. Bonjour docteur. Bonjour et bienvenue à la clinique Monte-Carlo. Merci de me recevoir. Vous avez quand même, plaisir. Vous avez quand même un parcours atypique. Vous êtes passé de chirurgien cardiaque à chirurgien capillaire. D'ailleurs, je viens de sortir du bloc. Regardez, d'accord, pour vous. Très bien. J'espère que ça va. Tout va bien. Si vous voulez, on peut même aller dans mon bureau, comme avec ça on plaisir. sera un peu plus Avec détendu. Je vous accompagne. Cela fait 2 ans que Cecilia Marcacci s'est reconvertie en lançant cette clinique avec Enrica Segon, chirurgienne esthétique, et Philippe Béros, chirurgien ophtalmologue. L'idée était de proposer 2 activités médicales qui n'existaient pas à Monaco, la chirurgie laser des yeux pour ne plus porter de lunettes et la greffe capillaire. Toujours mon désir, c'était celle de devenir entrepreneur, ménagère et tout ça. Et à mes 39 ans, j'ai eu la chance, parce que dans la vie, il faut travailler beaucoup, mais il faut aussi avoir beaucoup de chance. Et là, j'ai eu la chance de rencontrer le docteur Béros et le docteur Segon, qui allaient mettre en place la formation d'un nouvel établissement de santé à Monaco, dédié à l'esthétique. Et donc, les 3, on est partis en avril 2023. Donc, ça fait presque 2 ans que la clinique est ouverte. Et c'est eux qui sont venus vous chercher ou c'est vous qui avez dit « Eh ben moi, ça peut m'intéresser » Alors, en fait, c'était Lazare. Vraiment, c'était Lazare, parce que j'étais voir le docteur Béros pour prendre un café. Je lui avais parlé, j'ai dit, tu sais, dans mes plans, je voudrais quand même changer. Et là, il m'a dit, bon, ça tombe bien parce que Dr Segon et moi, nous avons cette idée, donc j'aimerais bien que tu nous joignes. Et donc, je suis passée, tu sais, de soigner et de sauver des vies et donc de soigner des patients à l'intérieur à, si tu veux, améliorer la qualité des patients, des vies des patients de l'extérieur. Bon, on va découvrir tout ça. Alors, c'est intéressant parce que je vois là, les photos, c'est pas une indiscrétion, hein, je regarde les photos que vous avez dans votre bureau, je vous vois en volleyeuse. Parce qu'en fait, vous avez été membre de l'équipe nationale de volleyball d'Italie. Exact. Et joueuse professionnelle. Exact. Alors ça, c'est une photo qui ça date, je pense, il y a 30 ans. Donc j'avais 15 ans et j'ai joué déjà dans l'équipe nationale. Il faut savoir que l'équipe nationale en Italie, c'est le maximum niveau, c'est l'excellence. Bien sûr. Et les volleyball, j'avais choisi les volleyball d'abord parce que j'étais grande et donc il n'y avait pas beaucoup de choix parce que moi je viens d'un petit village, donc il y avait le volleyball et le basketball. Mais le basket, c'était que des hommes. Donc, le volleyball est un sport complet pour les physiques et en fait ça aide beaucoup pour la résistance, pour la force et même pour la réactivité. Et ça m'a aidé énormément dans ma vie. Et alors, c'était une vocation de devenir chirurgien parce qu'au départ, vous étiez chirurgien cardiaque. Exact. Donc moi, je voulais être manager, comme mon père. Au bout d'un moment, mon grand-père tombe malade, malheureusement. Et là, je regardais et je disais, mais c'est un dommage que je puisse rien faire. Et donc là, je prends ma décision et je dis à mes parents, je vais sauver des vies. Mais votre grand-père était malade de quoi? Des cœurs. Et votre vocation est venue de là? Là. Vous vous êtes dit, mon grand-père est malade, c'est un dommage, je ne peux rien faire. Dans la vie, ce que je souhaiterais faire, c'est d'aider les gens, sauver des gens. Et donc de là, je pars pour mes études, des longues études. Et je deviens chirurgien. Mais c'était quoi? C'était le cardiaque. sentiment d'impuissance face à la maladie de votre grand-père? Non, c'était je veux faire quelque chose. D'utile. D'utile, oui, je veux être utile, je vais aider les gens. Et quand, je me souviens, parce que quand j'ai annoncé à mes parents, je vais sauver les vies et je vais le faire dans le monde entier. Alors, mon père, il m'a regardé, il était très content, mais il m'a dit, bon, Cécilia, parce que moi, je suis née dans un petit village de 300 personnes.
au milieu de la campagne, où il n'y avait même pas un arrêt d'autobus. Vous voyez, moi, j'étais toujours très ambitieuse. Et donc, ça, c'est du sport? Ou c'est parce que vous étiez ambitieuse que vous avez fait Je pense de telles performances parce que j'étais ambitieuse que j'ai fait telle performance sportive. Je n'ai jamais voulu arriver deuxième. Oh, jamais. J'étais toujours en première ligne. J'adore ça. J'adore tout ce que c'est défi. J'adore. Donc voilà, je deviens chirurgienne cardiaque. Un métier très dur, soit physiquement que mentalement. Je me souviens encore des nuits, je dormais par terre plusieurs fois, après 10 heures, 12 heures au bloc opératoire, parce qu'on changeait un bout d'aorte en urgence, en pleine nuit. Ça, je l'ai fait vraiment beaucoup de fois. J'ai travaillé à Helsinki, autant que chirurgien cardiaque. Et vous avez sauvé des vies? Absolument. Vous avez le sentiment d'avoir sauvé des vies? Mais absolument. Et qu'est-ce que ça vous procure, finalement, comme sentiment, comme émotion de sauver des vies? Cette sensation d'adrénaline et de bien-être. Je pense qu'il n'y a rien de plus beau qu'un sourire. Et quand tu vois les gens qui sourient, quand tu vas chez les parents, chez des gens et tu dis « j'ai sauvé votre fils, j'ai sauvé votre père », et ça c'est exceptionnel en fait, c'est incroyable. Mais c'est comme ça même dans ma vie personnelle. C'est un ami, il y a un souci, moi je suis toujours à l'écoute, je suis toujours là pour tout le monde. Bon. Ne m'appelez pas quand même. Je sais trop. Mais la plus belle expérience que j'ai faite en tant que chirurgien cardiaque, c'était les transplantations des cœurs. Je suis partie à Barcelone. Et j'ai fait vraiment beaucoup de greffes cardiaques. Et là, c'était incroyable. Donc, on voyageait avec les hélicoptères plutôt qu'avec les avions pour aller chercher des cœurs à n'importe quelle heure, des jours et des nuits. Et là, en fait, j'ai voyé 6 heures de différence de temps, je voyais d'un côté la morte et de l'autre côté la vie. Parce qu'en fait, on allait chercher un cœur de quelqu'un qui était décédé et on l'emmenait à quelqu'un pour sauver justement une vie. Et donc, j'ai fait beaucoup de transplantations cardiaques. Mais alors, qu'est-ce qui vous a amené à devenir chirurgien capillaire? Parce que entre la transplantation cardiaque et de sauver des vies et ensuite de poser des greffons de cheveux, c'est pas le même métier. Ce n'est pas le même métier, mais regardez, j'étais toujours passionnée pour tout ce que c'est innovation et technologie. D'ailleurs, en chirurgie cardiaque, je me suis dit, ça va changer. Ça va changer et donc je suis partie à New York pour faire de la robotique. J'étais spécialiste en robotique. Je voyais un peu comment ils géraient l'hôpital, ok? Parce que dans mon idée, c'était toujours d'être entrepreneur, manager, et c'est là que ça m'a fait clic. Et après, la greffe capillaire, il n'y a que de la technologie, il n'y a que de l'innovation dans l'esthétique. Donc vous avez vu une marge de progression et vous êtes dit, là, je peux m'éclater professionnellement. Parce que je peux suivre quand même mes interventions chirurgicales. J'ai des consultations qui ne sont pas que des consultations capillaires. Ce sont des consultations d'esthétique, ce sont des consultations aussi. Les gens, quand même, ils te racontent aussi leurs problèmes de santé. Et après, il y a toute la partie des managériales, que ça c'est incroyable. C'est incroyable. Vraiment, ça me plaît énormément. Donc avant, vous sauviez des vies, et maintenant, vous sauvez quoi? La chirurgie cardiaque, quand vous faites chirurgien cardiaque... C'est jour et nuit? Jour et nuit. Sans vacances, sans... Donc, c'est très difficile qu'on arrive à avoir une famille, une vie personnelle. Mais ce métier me permet aussi d'avoir un petit peu plus de temps pour moi. Okay, donc, pour vivre, justement pour vivre. Donc vous avez sauvé votre vie? J'ai sauvé un petit peu ma vie, oui. J'ai sauvé ma vie. La clinique rassemble 7 chirurgiens, dont le docteur Sebastiano Montoneri, plasticien spécialisé dans les implants mammaires et fessiers, ainsi que dans le rajeunissement du visage, tels que les liftings. Et pour ces 2 médecins, le but ici, c'est de rendre leurs patients bien dans leur peau. Avant, les gens allaient faire de la chirurgie esthétique, mais se cachaient. Ça ne se disait pas. C'est-à-dire que maintenant, on en parle librement dans les dîners. « Ah, j'ai refait ci, j'ai refait ça. » Et donc, les gens en parlent. Ça a complètement changé. Ça devient beaucoup plus à la portée de tout le monde. Il n'y a plus de tabou. Avant, le fait de se faire refaire les seins, c'était un tabou. Il ne fallait pas que ça se sache. Chez nous, il faut que ce soit naturel. Moi, j'ai travaillé aux États-Unis, c'est exactement l'opposé. Il faut que ça se voit. Parce que ça ne se voit pas. C'est un peu comme la Ferrari. C'est acheter une Ferrari et je ne la montre pas. Il faut que ça se voit parce que j'ai atteint un niveau social tellement élevé que ça me permet de faire la chirurgie esthétique. Mais je trouve que malheureusement, avec maintenant la mondialisation, les réseaux sociaux, les nouvelles générations demandent qu'elles soient visibles. J'ai des patientes qui me demandent, moi je veux des faux seins. Je veux que ça se voit.
Et donc je demande toujours de m'amener moi des photos, qu'est-ce que vous souhaiterez, comme ça j'ai une idée. Et c'est des photos effectivement d'influenceuses américaines avec les seins qui sont assez disproportionnés. Mais donc là c'est un travail d'accompagnement de votre part, c'est-à-dire que vous devez parfois beaucoup de psychologie. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir le faire, vous vous rendez compte, vous allez changer d'apparence, d'aspect. C'est beaucoup de psychologie, ouais. Mais évidemment dans notre métier, la finalité ultime c'est que la patiente soit satisfaite. On a dit qu'on ne sauve pas la vie, mais on améliore la qualité, il faut qu'elle soit heureuse. Alors, je remarque là que vous avez des prothèses de tailles différentes. Hein. Oui, c'est des échantillons, justement. Oui, il y en a plein de prothèses. Donc la prothèse, justement, c'est un outil qui nous permet d'avoir un résultat. Et aujourd'hui, sur le marché, il y en a des centaines de tailles différentes et qui permettent justement de faire quasiment du sur-mesure. La différence entre une prothèse et l'autre, c'est 2-3 mm. Donc on ne va pas créer une prothèse pour la patiente, mais il y a tellement de choix sur le marché qui ont quasiment fait du sur-mesure. À l'intérieur, c'est du silicone? À l'intérieur, c'est du gel de silicone. Et c'est justement aujourd'hui la grande différence avec les prothèses anciennes, parce que c'est la qualité du gel qui a changé. La qualité du gel, aujourd'hui, on est sur un gel tellement souple et hyper cohésif. Donc si on coupe la prothèse, ça reste comme un bonbon qui ne bouge pas, donc il n'y a rien qui coule. Mais par contre, elle est devenue tellement souple qu'aujourd'hui... Par exemple, quelqu'un qui a un choc, ah non, mais est-ce que ça, parce que je me souviens de l'affaire des prothèses PIP, etc. Ah non, mais c'est ça, il n'y a aucun risque. Les prothèses sont vraies, on peut marcher dessus, hein, donc elles sont vraiment très solides. Ils ont la capacité aujourd'hui, avec ce gel des dernières générations, de modifier la forme de la prothèse en fonction de la position du corps de la patiente. Comme un vrai sein, donc vous êtes allongé, le sein il est rond. Si elle va se mettre debout, le gel est tellement souple que ça va devenir un peu comme une forme anatomique. Elle va se pencher d'un côté ou de l'autre, elle va bouger comme un vrai sein. Une patiente qui n'a pas de poitrine peut arriver et dire « moi je veux les seins de Pamela Anderson tout de suite ». D'un point de vue strictement théorique, c'est possible à faire. D'un point de vue pratique, il faut considérer l'élasticité de la peau, il faut examiner l'élasticité de la peau. Il y a des peaux qui sont un peu plus élastiques et donc on a plus de marge. D'autres qui sont un peu plus fermes, donc il y a moins de possibilités de jouer là-dessus. Après, il y a encore une fois des limites anatomiques qu'il faut considérer. Et les patients, quand ils arrivent ici, ils ont des lunettes de soleil, ils ne veulent pas être reconnus ou bien aucun souci de confidentialité? Pas du tout. Absolument. Non? Disons que nous avons aussi une clientèle particulière, on a aussi vraiment des VIP. Et donc pour ces patients-ci, bien sûr, on a des entrées secondaires, mais ça on le sait à l'avance, peut-être les bodyguards derrière, ça on le sait à l'avance, donc on sait gérer ça. Mais la plupart des patients, c'est vraiment au contraire. Donc, quand vous avez vraiment un VIP, faites en sorte qu'il ou elle ne va croiser personne. Absolument, il y a tout un service. Même à la clinique, on fait en sorte de l'opérer le samedi, par exemple, qu'il n'y a personne. Un service VIP, donc on a vraiment la voiture qui va le chercher, la restauration, ça fait partie de notre attractivité aussi. Dans sa carrière, Cecilia Marcacci a toujours recherché des postes à responsabilité, des postes historiquement masculins. En tant que femme, elle considère qu'elle a dû travailler 2 fois plus pour avoir la même reconnaissance qu'un homme, mais ça a porté ses fruits. Et là, je vois, c'est le prix de la femme de l'année à Monaco, 2024. Femme leader. Femme leader. Et vous savez, je fais partie de l'association Femmes Leaders Mondiale de Monaco, avec laquelle on a commencé un beau projet il y a 3 ans. Chaque année, on invite entre 50 et 100 femmes au Yacht Club de Monaco et on leur apprend ce qu'on appelle les gestes de vie, c'est-à-dire comment faire un massage cardiaque, comment utiliser un défibrillateur. Et donc, c'est un grand événement. Les maladies cardiovasculaires constituent la première cause de décès chez les femmes, plus exposées aux facteurs nocifs comme le stress, la pilule, l'alcool et la cigarette. La formation est assurée par la chirurgien cardiaque Cecilia Marcacci. Tout le monde peut sauver des vies. Il faut se former, il faut apprendre à faire les bons gestes sans perdre de temps en attendant les secours. Tout le monde il peut le faire, tout le monde il doit le faire. Est-ce que vous avez eu le sentiment, en tant que chirurgienne, d'évoluer dans un monde d'hommes? Oui, et je ne vous mens pas en disant que c'était très difficile. C'était une ambiance, la chirurgie cardiaque, comme toutes les chirurgies,
c'est un métier masculin. C'est un métier qui demande beaucoup de résistance physique. Il y a beaucoup de stress et il faut gérer, il faut prendre beaucoup de responsabilités. Donc souvent, on appelle ça des métiers d'hommes, parce que c'est ça. Mais les femmes, pourquoi moi, autant que femme, j'ai choisi ça? Parce que j'adore avoir de la responsabilité, j'adore les défis, j'adore vraiment être le chef d'équipe. Et c'était un peu aussi pour briser un petit peu le stéréotype, parce que sont lesquels les métiers hommes et femmes. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas trop de différences. Près de 50 000 personnes meurent chaque année en France d'un arrêt cardiaque. Et cela peut toucher n'importe qui, à n'importe quel moment et n'importe où. À la maison, dans la rue, au restaurant. Souvent, les témoins sont désemparés, mais le pire, c'est de ne rien faire, car les premières minutes sont vitales pour les victimes. Il faut donc connaître les gestes qui sauvent en attendant les secours. Bon. Je pense que ce patient a besoin il a besoin des cheveux. Oui, je pense. Et bon alors, comment ça fonctionne? Comme je vous ai dit, ah d'accord, il faut enlever sa blouse. D'accord, ok, très bien. Moi je garde ma veste. Hein. Ouais, très bien, très bien. Donc comment ça fonctionne? Ce que j'apprends aux femmes, comme je vous ai dit, c'est de pouvoir reconnaître un arrêt cardiaque. Donc une fois qu'on a constaté que le monsieur, il n'est pas conscient, il ne respire pas, et il ne bouge pas, donc il n'a pas des signes de circulation, alors je commence le massage cardiaque. Comment on fait un massage cardiaque? Il faut savoir que le cœur est un pont. Il est entre deux structures rigides, que c'est le sternum, donc c'est aussi, si je peux me permettre, et la colonne vertébrale. Donc, un cœur, une pompe qui s'arrête, eh bien, il faut la faire pomper de l'extérieur. Donc, il faut appuyer bien sur le thorax, il faut écraser les cœurs. Et une fois écrasé, donc les cœurs, ils poussent le sang aux divers organes. Au contraire, des moments qu'on relâche, donc on relâche la cavité thoracique, le cœur, il reprend sa forme initiale et donc il y a les sang qui reviennent au cœur. Et donc en faisant ça, qu'est-ce qu'on fait? On maintient la fonction des pompes du cœur de l'extérieur en attendant l'arrivée des secours. Donc on maintient la circulation sanguine, que c'est le plus important parce que tous les organes peuvent survivre pendant des minutes en absence de sang et d'oxygène, mais le problème c'est le cerveau. Parce qu'après 7 minutes en absence de sang et d'oxygène, on peut avoir des lésions cérébrales irréversibles. C'est pour ça que c'est très important que tout le monde sache faire des gestes des premiers secours, justement en attendant les secours. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc le cœur, il est au centre du thorax. Ah, le cœur, il n'est pas forcément là, parce qu'on l'imagine toujours à gauche. Exact. D'accord, donc mon cœur, il est où? Regardez, il est positionné comme ça, centre du thorax, avec la pointe vers la gauche. Il faut appuyer, il faut mettre une main sur l'autre. Là, je le fais. Avec très bien, il faut appuyer avec les paumes de la main. Ok. Les mains sont croisées, les coudes verrouillés, et on appuie avec tous les poids de notre corps sur le thorax. Voilà, c'est exactement ça. Et là, je à une vitesse de 110 par minute. Tac, 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 tac. Très bien, très bien. Ça s'allume carrément. je vois que le casque. Exact. D'accord. Donc en même temps, on est en train de lui faire des implants capillaires. En même temps. Très bien. Et comme je vous ai dit, ici à la clinique, on offre un service 360 degrés. Bon, et là, je dois continuer. Donc normalement, qu'est-ce qu'on fait? On fait jusqu'à l'arrivée des secours. Tout à fait. On fait des séquences 32, c'est-à-dire 30 massages et 2 ventilations. Il ne faut pas avoir peur de casser des côtes, parce que même si vous cassez une côte, il vaut mieux casser une côte bien sûr, que de sauver un malade. Et donc, si vous mettez votre main bien au centre du thorax, vous ne casserez pas des côtes. Donc, c'est que de la sécurité. Et il faut faire ça en attendant l'arrivée des secours. Ou peut-être, si vous avez la chance, les messieurs ils se réveillent. Donc... Monaco a été le premier pays au monde il y a 20 ans à mettre des défibrillateurs dans les rues. Grâce aux 200 boîtiers répartis à travers la principauté, une victime d'un arrêt cardiaque a en moyenne 10 fois plus de chances de survivre à Monaco qu'en France. Donc le défibrillateur, il ne faut pas avoir peur. Vous savez qu'à Monaco, il y a dans toutes les routes. Ok. Donc un outil très facile. Il y a des plaques justement qui vont être collées au niveau du thorax du patient. Il y a même les dessins sous les plaques. Comment il faut les positionner. Regardez, il y a 2 boutons très faciles. Un bouton on-off et un bouton pour choquer. Donc on ne peut pas se tromper. Qu'est-ce qu'on fait? On l'allume. Les défibrillateurs à ces moments-ci, ils vous parlent, ils vous guident. Électrode adulte. Voilà. Électrode. Appareil prêt.
appareil prêt. Et après, il vous dit, les défibrillateurs, ils vous rappellent toutes les choses, tous les gestes qu'il faut faire. Au bout d'un moment, il vous dit, analyse du rythme. C'est là, c'est important. Il analyse. Les moments où il analyse, il ne faut pas toucher les patients. Parce que justement, il faut... sinon je risque aussi... Non, parce qu'il fait son analyse. Donc, vous risquez de fausser son analyse. Une fois qu'il a analysé, il y a deux choix. Charge conseillée, charge déconseillée. C'est la charge conseillée. Regardez, bouton on-off, bouton de charge. Vous appuyez là et la charge est délivrée. D'accord. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit une réaction au moment voit, en fait, vous avez les plaques, on voit en fait un léger mouvement, comme ça. Quoi qu'il arrive, ou bien ça veut dire que s'il y a un mouvement, c'est bon signe? Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Je continue à pomper. Oui. D'accord. Oui. Et puis, on place le défibrillateur. On donne une secousse éventuellement si le défibrillateur nous dit qu'il faut le faire. Puis, on enlève les électrodes et on continue. On n'enlève jamais les électrodes d'un défibrillateur. D'accord. Jamais. D'accord. Même je suis content d'avoir posé la question. Même si les patients, au bout d'un moment, se réveillent, il ne faut jamais lever les électrodes. Parce que quelqu'un qui a fait un arrêt cardiaque peut refaire un arrêt cardiaque dans l'immédiat. D'accord. OK, donc, les électrodes... Et les électrodes à même la peau? Dans la boîte des défibrillateurs, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez des ciseaux, vous avez un rasoir, vous avez des gants. Pourquoi il y a les ciseaux? Parce que la première chose à faire, c'est couper les vêtements, ouvrir, dégager le thorax. Parce que peut-être que le monsieur, il n'est pas un arrêt cardiaque, peut-être qu'il a un couteau planté comme ça, vous ne le voyez pas parce qu'il a les habits. Donc la première chose à faire, c'est découvrir le thorax. Donc revenant au soutien-gorge, vous le levez, vous le coupez. Il faut vraiment que le thorax soit nu. D'accord. D'accord. Et ensuite, le rasoir, c'est pour enlever les poils? Au cas où il y a des hommes très très poilus, justement parce que les plaques collent bien, on peut donner un coup de rasoir et coller bien les plaques. Récemment, dans un restaurant de Monaco, un client a été victime d'un arrêt cardiaque. Les témoins à proximité directe n'ont pas osé intervenir, de peur de mal faire. Coup de chance, Cecilia était là et lui est venue en aide grâce à un défibrillateur. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Les gens ne veulent pas intervenir de peur de mal faire. Exact, exact. Et puis parce qu'ils ne savent pas quoi faire, tout simplement. Exact. C'est pour ça qu'il faut vraiment diffuser l'information. Il faut qu'elle soit simple, il faut qu'elle soit claire. Parce que moi, si un demain, il me passe quelque chose, j'aimerais bien que vous étiez à côté de moi et vous sachiez quoi faire. Okay? Donc, ce monsieur auquel je l'ai massé, je l'ai défibrillé, il est vivant. Et voilà, on est devenus amis. Donc, Cecilia, si jamais il vous arrive quelque chose, je serai là et j'espère qu'on deviendra amis. C'est absolument avec grand plaisir. Merci. Merci à vous, c'était un grand plaisir. Cecilia Marcacci respire l'ambition. Née dans un petit village italien de 300 âmes sans arrêt de bus, elle a parcouru le monde, remporté des trophées, des diplômes et aujourd'hui, elle est manager à Monaco. Son métier ne consiste plus à sauver des vies nuit et jour, mais plutôt à soigner la confiance en soi d'hommes et de femmes. Une sacrée rencontre.